Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, la famille tout écran cette semaine va apprendre à se défendre face aux trolls. Combattre le cyberharcèlement, ça commence, oui, et dès aujourd'hui. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, un fauve dehors, s'invite dans ta chronique. Martin Panchaud, auteur primé il y a quelques jours à peine au Festival de la BD d'Angoulême. Et oui, il est suisse, il a 41 ans et il a gagné le Graal du Festival d'Angoulême, le Fauve d'Or. Et tout à l'heure, vous n'ignorez plus rien de son univers fait d'infographies et de personnages en forme de rond mystère. Oh, un mystère à percer avec toi dans un instant. Notre question du jour, si je vous dis un chef, c'est fait pour cheffer. Est-ce que la mythique formule de Jacques Chirac peut prendre un nouveau sens? Virage à 180 degrés avec les leaders d'aujourd'hui, les entrepreneurs, acteurs politiques ou dirigeantes. On va mettre du pop dans nos approches du leadership avec nos invités. Marion Darrieutor, CEO de The Arcane, autrice de cet excellent ouvrage qui sort aux éditions de l'Aube, Le Temps des leaders pop. Bonjour à vous. Bonjour. Et Pauline Maria. Pauline, vous êtes la créatrice de ce podcast absolument incroyable. Ça s'appelle Virage, tout simplement. Ça nous amène sur la piste de ces changements de vie. Bonjour à vous. Bonjour. On parle justement de ces changements, de ces virages dans un instant, mais tout de suite, focus. Et les trolls font malheureusement partie de la faune des plateformes et des réseaux sociaux. Pas de quartier face au cyberharcèlement. Démonstration avec la famille tout écran et notre partenaire, le Clémy. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Mais tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Tout de suite, changer les chefs pour changer le monde, c'est la proposition que fait un ouvrage aux éditions de l'Aube. On en parle tout de suite avec son autrice notamment. Et cette autrice, c'est vous, Marion Darrieutor. Vous êtes la dirigeante, la CEO de The Arcane, votre nouvelle agence de consulting, autrice de ce temps des leaders pop, changer les chefs pour changer le monde. C'est aux éditions de l'Aube. Pauline Maria, vous êtes la créatrice du podcast Virage sur toutes les plateformes d'écoute. Évidemment, plusieurs saisons déjà pour cette collection d'émissions où vous nous emmenez à la rencontre de personnalités qui, à un moment, ont eu un déclic personnel, intime, parfois professionnel et ont décidé de prendre un virage littéralement à 180 degrés. C'est bien ça? C'est ça, de changer de vie. Alors, quelqu'un qui va changer de vie dans les prochains jours, c'est Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande. Fin janvier, elle annonçait de façon totalement surprise sa démission après les élections en Nouvelle-Zélande. Une décision où elle disait que finalement, son temps était peut-être venu. Ça y est, elle avait justement eu à diriger la Nouvelle-Zélande et elle se sentait peut-être un peu trop fatiguée désormais, un peu trop arrivée au bout aussi de ses fonctions pour pouvoir continuer à les mener. Ça voulait dire qu'à un moment donné, elle embrassait ce qu'on appelle la bienveillance et la gentillesse. Alors oui, je sais, on a l'impression de parler du monde des bisounours en parlant de bienveillance et de gentillesse, mais est-ce qu'en 2023, Marion Darrieutor, on peut se dire que la bienveillance, encore une fois, la gentillesse, kindness en anglais,
c'est devenu la nouvelle qualité des bons leaders. J'espère qu'on rentre dans une époque qui va faire plus de place à la bienveillance et à la gentillesse. Je pense que ça n'est pas encore un courant dominant, mais néanmoins, on peut tous y travailler pour encourager ce mouvement-là. La démission de Jacinda Ardern, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a surpris tout le monde, parce qu'elle a dit sa vulnérabilité. Elle a dit qu'elle était fatiguée et finalement, ça l'a rendue extrêmement forte, extrêmement puissante. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que finalement, être bienveillant, apparaître comme quelqu'un qui peut avoir une faiblesse aux yeux de certains ou de gentil, c'est finalement quelque chose qui vous donne de la puissance et de la force. Et donc, en fait, je pense que c'est une leader très puissante et très forte par l'expression de la vulnérabilité qu'elle a eue. Et donc, je ne sais pas si on rentre dans une époque qui va faire totalement la place à la bienveillance, parce qu'on sera toujours un peu taxé de bisounours, mais je pense qu'on rentre dans une époque où dire sa vulnérabilité devient une force. On a également vu ça avec Arthur Sadoun, le président de Publicis, qui à l'occasion du Forum de Davos a dit qu'il avait eu un cancer et qu'il avait envie d'engager derrière lui plein d'entreprises. Et bien finalement, de dire cette épreuve qu'il avait eue, ça l'a rendu très fort et très puissant, encore plus. Ces petites faiblesses qui aujourd'hui font nos forces, Pauline, vous les décryptez avec vos invités dans Virage, encore une fois, votre podcast. Aujourd'hui, renoncer, c'est justement une compétence dont on a besoin en 2023. Aujourd'hui, se faire passer en premier en 2023, je pense que c'est très important, et ne pas forcément suivre le chemin qui a été tracé et surtout ne pas suivre ce qu'on attend de nous toujours et vraiment s'écouter et faire passer son envie au premier plan. Et justement, capitaliser sur cette qualité aussi d'écoute, écoute de soi, mais écoute aussi des autres. On a besoin d'être attentif à soi pour, quand on est un leader, justement, un leader du 21e siècle, avec ses lettres de noblesse, pouvoir mieux écouter les autres une fois qu'on a pu s'écouter soi, Marion. Oui, je pense que c'est ce que j'essaye de décrire aussi dans ce livre, c'est que pour être un bon leader, il faut se connaître, il faut faire un peu d'introspection, il faut aussi accepter de se faire passer, pas avant les autres, mais prendre soin de soi. Il y a le care des autres, parce qu'un leader prend beaucoup soin des autres, mais il faut aussi qu'il prenne soin de lui ou d'elle. Et c'est vrai que parfois, le leader a tendance à peut-être ne pas assez s'écouter et passer après les autres. Donc je pense que... et puis par ailleurs, l'époque est tellement compliquée, c'est difficile d'être un leader. On fait des erreurs, on tâtonne, on a des doutes. Et donc à un moment donné, ça nécessite de se connecter à soi-même pour mieux se connecter à la société et aux autres. On doute donc on est. Je crois qu'une de vous deux voulait prendre la parole. Non, ce n'est pas le cas. Justement. Si, allez-y, Pauline, bien sûr. Sur ce que vous disiez, aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément se faire passer en premier, mais c'est aussi un petit peu le modèle, l'image qu'on se fait en avion, justement, de d'abord mettre son masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. C'est pas toujours facile, parce que, par exemple, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on a envie de l'aider en premier, mais on n'est pas capable de l'aider si nous-mêmes, on n'a plus d'oxygène. Et je trouve que ça s'applique pas mal dans la vie, finalement. Ouais. Sécuriser ses besoins personnels, c'est ensuite pouvoir dégager plus de temps pour les autres. Là aussi, il faut apprendre à le faire quand on est justement en position de l'idée, justement, de diriger des équipes. Ce temps des leaders pop, ok, il est venu grâce à vous, Marion. Pop, d'abord parce que la pop culture, elle est partout dans votre ouvrage. On parle de Largo Winch, on parle de Bienvenue à Gattaca, mais pas que. Pop, ça veut dire populaire, ouvert et politique. On peut être populaire sans être démago. Oui, totalement. On peut tout à fait exprimer ses points de vue, défendre ses convictions, que ça ne plaise pas à tout le monde, mais qu'on a le droit d'être d'accord sur nos désaccords. Et je pense qu'un bon leader, c'est celui aussi qui est capable de défendre ses convictions et d'engager derrière lui et derrière ses convictions des gens. C'est pas une question de démagogie, effectivement. Et puis pour effectivement revenir sur le pop art, parce que c'est important, effectivement, j'avais envie d'avoir, parce que souvent les bouquins sur le leadership, c'est des modes d'emploi, c'est des ouvrages assez sérieux. Donc moi, j'avais aussi envie de mettre de la couleur et de la légèreté dans le leadership. Et en fait, tout simplement, j'ai pris mon inspiration du pop art et de la pop culture, parce que quand on regarde le pop art, ces courants artistiques prennent leur inspiration dans la société, notamment la société de consommation. Andy Warhol, avec ses soupes Campbell, finalement, il est allé chercher la démocratisation de la consommation. Le leadership,
c'est un peu la même chose. Le pop leader, c'est celui qui s'inspire de la société et qui est vraiment connecté aux tendances sociétales. Mais je rebondis sur Andy Warhol, c'est pas forcément celui qui a besoin d'avoir ces 16 secondes de notoriété. Non, au contraire, ça peut être quelqu'un, un pop leader, il n'est pas forcément devant la caméra, il peut être derrière, il peut être backstage, mais il a une telle force, un tel charisme qu'il engage avec lui. Donc c'est aussi du soft power. Je continue à décrypter cet acronyme des leaders pop. Le dernier P, c'est pour politique. Il faut savoir assumer ses opinions aujourd'hui, en 2023, quand on est justement à la tête d'une équipe, quelle qu'elle soit. Oui, en fait, quand on est à la tête d'une équipe, souvent on a peur de déplaire, ou à la tête d'une entreprise, voilà. Donc en fait, on a peur de déplaire, mais on est dans une époque où en fait, on cherche du sens. Et pour avoir du sens, il faut juste se dire ce à quoi je crois, qu'est-ce que j'ai envie de combattre, qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui m'émeut. En fait, donc c'est vraiment l'expression de son authenticité, de sa sincérité, et ça peut être politique au sens de l'engagement politique, mais pas que. Politique, dans l'ouvrage, ce que je défends, c'est cette idée de servir une cause, servir un bien commun, servir un intérêt général. Et je pense qu'on est dans une société de l'engagement où on a envie tous de s'engager, que ça soit pour la marche pour le climat, pour l'avortement, pour l'avortement aux États-Unis, pour aider les Ukrainiens. Enfin, il y a plein de sujets qui pop-up, justement, et qui nous donnent envie de nous engager. Et finalement, c'est aussi faire communauté que de partager des causes de combat communes avec d'autres. Et ça, on a l'impression d'appartenir à une tribu. Alors cet engagement, justement, c'est un petit peu le maître mot de l'année. J'ai tendance à dire que parfois c'est peut-être un buzzword parce que on le sait aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être en phase, notamment avec la Gen Z qui entre en tant que collaboratrices et collaborateurs dans ces institutions et ces entités, mais pas que, qui va être aussi bientôt en position de pouvoir exercer justement ces positions de leader. S'engager quand on est un leader, comment est-ce qu'on fait pour le faire en restant fidèle à ses convictions et en évitant l'impact washing ? La première chose, c'est qu'il faut écouter. Moi, je dis toujours, le pop leader, c'est celui qui descend dans l'arène, dans la rue, il se connecte, il est en empathie, il est capable de dialoguer et d'écouter. Ça paraît super simple quand je dis ça, mais regardez les leaders politiques, les grands dirigeants d'entreprise, leur quotidien n'est pas forcément le fait de « tiens, je descends dans la rue et je vais parler avec les gens ». Donc ça, c'est déjà la base, c'est l'écoute et l'empathie. La deuxième chose, ce sont les actes. Oui, l'engagement, ça peut être du washing, ça peut être de l'intention, mais on rentre dans un moment où si on ne joint pas les actes à l'intention, ça ne marche pas. Et la Gen Z, elle a un atout, et de toute façon, les jeunes générations dans l'entreprise, c'est qu'elle cherche la cohérence. Et quand il y a dissonance, elle est capable de pointer du doigt la dissonance et de rappeler à l'ordre celui qui serait trop en dissonance par rapport à ses propos et à ses intentions. Comment est-ce qu'on arrive, Pauline, là aussi, à pouvoir être fidèle à ses engagements, à ses intentions ? Finalement, on a envie de dire que l'impact, il y a celles qui en parlent, ou les entreprises qui en parlent, et puis il y a celles qui le font. Être fidèle à ses engagements quand on est leader, quand on est chef d'entreprise. Absolument. Je pense que déjà, il faut avoir connaissance de l'intégralité des tâches, parce que pour être passé par des entreprises, c'est vrai que quand on est leader, je pense que c'est très difficile de ne pas savoir combien de temps prennent certaines choses et donc de ne pas réussir à se mettre à la place des salariés à qui on demande et de, par exemple, demander des choses qui sont complètement incohérentes. Donc avoir réussi, comme vous disiez, à avoir fait les choses par soi-même, à se mettre en première ligne et à savoir exactement comment ça se passe et quelle est la tâche qu'on demande, je pense que ça nous rend un meilleur leader. Être un meilleur leader justement par l'écoute et par l'attention aux autres et aux valeurs aussi qui sont les drivers de celles et ceux qui rejoignent vos équipes. Forcément, c'est fondamental en 2023. L'écoute, vous êtes particulièrement attentive, Pauline, avec ce podcast Virage. Encore une fois, un nouvel entretien tous les jeudis sur les plateformes d'écoute. Vous vous intéressez à ce petit moment de bascule, l'instant où une vie va finalement changer de cap. Ce virage, on le prend avec vous et on le fait à 180 degrés littéralement et vos invités aussi. Oui. C'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que
avec la crise sanitaire, beaucoup de gens ont eu envie de changer de vie. Et au moment où je me suis moi-même posé cette question-là dans ma propre vie, je me suis rendu compte que ça manquait de ne pas avoir de récits, de personnes qui nous expliquent. Et surtout, ça aide aussi à se défaire parfois de cette peur de l'échec qui peut animer au moment où on a envie de prendre un virage. Et écouter des gens qui viennent nous dire au pire, moi j'ai déjà pris un virage, ça ne s'est pas bien passé et c'est pas grave, j'en prendrai un autre. On est dans une société où on n'est pas forcément voué à faire un métier toute sa vie. Et c'est intéressant de mettre en avant des personnes qui se sont écoutées, qui se sont autorisées à changer de vie, à ne pas faire ce qu'on attendait d'eux et à justement embrasser d'autres chemins et d'autres métiers peut-être, ou même parfois s'autoriser à être eux-mêmes, parce que je ne m'intéresse pas qu'au changement de vie professionnel. Il y a des personnes qui ont changé de vie aussi sur le plan personnel, parfois qui ont été complètement changées par la maladie. Et ça revient aussi à accepter finalement l'entièreté de notre personnalité, s'autoriser à être vulnérable pour être plus fort par la suite et vivre pleinement tout ce qui nous arrive. Et parmi cette collection d'invités, on peut citer notamment la chanteuse Barbara Pravi qui vous confiait avoir là aussi dû se battre finalement. Là aussi, peut-être contre son propre milieu, contre son propre secteur, pour devenir la personne qu'elle voulait être. La documentariste Marine Barnerias, l'héroïne du film Rosie, qui a fait de sa sclérose en plaques la chance de sa vie, littéralement. Ou encore Lio, qui voulait vous confier sa rencontre avec Antoinette Fouque, la fondatrice du MLF, qui là aussi l'a fait totalement changer de position sur la façon dont, même par son art, par ses chansons, elle pouvait porter ce discours. C'est vrai que j'ai toujours à cœur de choisir vraiment avec attention les personnes à qui j'ai envie de donner la parole dans mon podcast. Il y a quand même, j'aime beaucoup mettre en avant les femmes qui ont eu, même si bien sûr il y a des hommes dans mon podcast et qui ont des parcours très intéressants, mais j'adore justement, vous citiez l'épisode de Barbara Pravi, de Lio, j'adore donner la parole à des femmes qui ont été changées par des rencontres. Avec Lio, ce qu'on trouvait très intéressant, parce qu'en général mes invités c'est avant tout des rencontres humaines, et on avait envie de aussi mettre en avant des rencontres de femmes, des rencontres auxquelles on s'attend moins, parce que c'est vrai que quand on pense à une rencontre qui change notre vie, on a souvent tendance à penser que c'est une rencontre amoureuse ou une rencontre professionnelle. Et c'est vrai qu'une belle amitié avec une femme qui nous donne du pouvoir, qui nous fait prendre conscience de certaines choses et qui nous change complètement dans notre vie privée, professionnelle, c'était très intéressant à mettre en avant. Et au final, beaucoup de personnes se sont reconnues dans ces propos, même si ils ne connaissaient pas forcément Antoinette Fouque ou qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec sa pensée. Mais ça peut toujours, j'aime bien que mes épisodes puissent toujours s'appliquer à tout le monde et être interprétés et collés à la vie de chacun. Oui, finalement, c'est la preuve par l'exemple. Quand on écoute les parcours de résilience, aussi, parce qu'il y en a, de vos invités, on peut l'appliquer à nos résilience personnelle. Marion Darrieutor, il y a des rencontres justement de leaders ou de rôle modèles féminins qui vous ont totalement fait changer, qui ont permis aussi à votre carrière, à votre parcours de s'exprimer différemment. Alors paradoxalement, j'ai eu peu de mentors. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur, jusqu'à très tard, je n'osais pas demander de l'aide. Et donc, je vivais dans une forme de solitude parce que je pensais que c'était un aveu de faiblesse de demander de l'aide. Donc, j'ai jamais osé demander de l'aide. Et puis, peu à peu, quand j'ai commencé à me prendre 2-3 murs, à faire des erreurs et tout ça, j'ai trouvé plutôt des mentors masculins qui m'ont apporté des choses. J'ai trouvé aussi la puissance de la sororité, donc pas forcément, enfin des sœurs en fait, qui à un moment donné vous portent et vous donnent confiance en vous. Donc voilà, donc c'est un parcours un peu différent, mais avec cette idée qu'il faut absolument savoir s'entourer, notamment par rapport à ce que dit Pauline, quand vous êtes en train de vivre un possible virage, parce que vous vivez quelque chose, un épisode familial, personnel ou professionnel, d'avoir la bienveillance de quelqu'un qui vous dit « là, tu fais fausse route, tu es en train de t'éloigner de qui tu es, je ne te reconnais plus, fais attention », d'avoir une espèce d'ange gardien, parce qu'à un moment donné, quand on s'éloigne trop de sa colonne vertébrale, on est désaligné, on est malheureux. Et c'est là où il faut avoir le courage de dire bah non, je vais faire un petit virage, et voilà. Donc je pense que c'est important de s'entourer de gens qui d'avoir plusieurs. Je pense qu'il n'y a pas un
rôle modèle. Je dis toujours qu'il y a des role makers, plutôt. Il y a ceux qui nous inspirent et ceux qui nous font, qui font que ceux qu'on est devenus. Et voilà, moi, j'ai en fait une espèce de, peut-être de bande de role makers à qui je prends ici et là pour essayer d'être mieux que toute seule, quoi. Finalement, j'ai l'impression que vous faites un petit peu votre propre puzzle, des compétences, des valeurs ajoutées de cette bande de role makers plutôt que de role modèle, comme vous le dites, pour pouvoir, là aussi, ajuster au fur et à mesure les besoins et les problèmes que vous avez à résoudre. Si je vous dis, mesdames, que vous êtes toutes les deux des rôles modèles pour moi, ça vous fait quoi? Moi, ça me fait flipper. Moi, je trouve ça très agréable parce que c'est vrai qu'on rentre dans une ère justement de sororité, comme vous disiez, où je trouve qu'on nous a beaucoup élevés dans les générations passées à être un peu des rivales, les femmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on sort de ça et qu'on voit les femmes comme des alliés, comme des sources d'inspiration. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les femmes. J'adore rencontrer des femmes, écouter leurs histoires. Et donc, je trouve ça très positif sur ce que ça dit de la société dans laquelle on rentre, sur les relations entre femmes. Marion Darrieutor, rôle modèle, vous encaissez le rôle, vous l'acceptez tout simplement? Oui, alors en fait, rôle modèle, ça me fait un peu peur parce que ça veut dire qu'il faut aussi assumer qu'on peut être un modèle, donc ça veut dire de la puissance, ça veut dire tout ça, donc c'est pas toujours facile. Je préférerais parler de sœur que de rôle modèle. En tout cas, ou quelqu'un qui peut inspirer, guider. Moi, quand je suis partie en Inde, et c'est ce que j'explique dans le livre, parce qu'un de mes virages s'est fait en Inde, j'ai rencontré un guide spirituel qui gérait le ashram où j'étais. Et en fait, j'ai vu en lui un guide, parce qu'il est guide spirituel. Et en fait, du coup, plus que rôle modèle, ça serait peut-être guide, pas spirituel, parce que chacun son parcours, mais peut-être quelque chose un guide qui peut être là quand il y a des questions, des doutes, pour orienter et surtout échanger. Voilà. Allez, on va continuer à parler des GPS de vie, on va les appeler comme ça, qui nous permettent de pouvoir mieux nous adapter justement à ce nouveau monde. On change les leaders, on change aussi nos parcours de vie, on fait des virages ensemble à 180 ou 360 degrés. On continue à le faire avec Pauline et avec Marion dans un instant. Mais tout de suite, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le zap du maléfique Édouard Denuau. Something's got Jesus. Dang happening. Jumping Jehoshaphat. We're out of this world. And not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum. Not unlike the way... 千万不要外逃，更不能使用电梯。我在地蹲下或坐下，尽量去绝身体，降低身体重心。我们不知道地震什么时候会来，但学好地震自救知识，可以更好地保护自己和他人。 Nous sommes
sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Pauline Maria pour le podcast Virage. Marion Darietor, CEO de The Arcane, autrice du Temps des leaders pop. Ça vient de paraître aux éditions de l'Aube. Dans un instant, mesdames, on continue à parler changement de vie avec vous. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, voyage au cœur d'un univers très particulier, celui du grand festival de la BD d'Angoulême. 2023, l'édition vient juste de se terminer il y a quelques jours. Un certain Martin Panchaud en sort grand gagnant. Et oui, 41 ans, zurichois, Martin Panchaud vient de gagner le Fauve d'Or d'Angoulême, prix du meilleur album, d'autant plus important que le festival soufflait cette année sa 50e bougie. Martin Panchaud est la star du moment, et si nous on avait envie de revenir sur son parcours dans l'École du Futur, eh bien c'est parce que sous son petit air de premier de la classe, sommeille l'âme d'un geek invétéré. Quand il participe à des signatures, il préfère donner à une machine le soin de réaliser ses dédicaces à sa place, et quand il est invité dans Culture Box à dessiner en live, il livre une performance des plus chelous, toujours en compagnie de ce qu'on pourrait appeler sa machine de compagnie. Le livre qui lui a fait gagner le Fauve d'Or n'est pas moins geek. Son titre, La couleur des choses, et rien qu'avec la couverture en circuit imprimé, on a un peu l'impression de devoir déchiffrer les messages d'Enigma, avec pour seul indice une basket, un pistolet, une livre sterling. Qui saura déchiffrer ce mystère? Alors, je ne suis pas Alan Turing, je te le dis tout de suite, donc je ne pourrais pas décrypter façon Enigma cet ouvrage, mais qu'est-ce qui se passe quand on l'ouvre justement ce livre? Eh bien, à l'intérieur, on découvre l'histoire du petit Simon, un gamin rondouillard qui va voir sa vie basculer quand son père, alcoolique, joueur, s'emporte contre sa mère jusqu'à la mettre dans le coma avant de partir en cavale. Le tout sans savoir que son fils Simon venait de son côté de remporter aux courses hippiques un butin ahurissant de 16 millions de livres. Jusqu'ici, on est dans un drame social assez classique, mais ce qui est exceptionnel, c'est le traitement qu'en fait Martin Panchaud. Les personnages d'abord, ils sont représentés par des ronds, individualisés par des couleurs différentes pour chacun des personnages. Toutes les scènes sont traitées en vue zénithale, comme dans certains jeux vidéo, et permettent de suivre les personnages donc, et l'action vue d'en haut, le tout associé à des dialogues qui apparaissent sous forme de textes reliés par des simples traits noirs. On a presque l'impression, Pauline et Marion, d'ailleurs, quand on voit ces images, quand on voit les planches de Martin Panchaud, que ce sont des planches d'architectes. Tout à fait. Eh bien, il faut savoir en effet que ce recours à l'imagerie industrielle ou médicale, dans quelques cas, c'est en quelque sorte une revanche pour Martin Panchaud, qui était un grand dyslexique étant petit, qui comprenait davantage les images que les textes eux-mêmes. C'est ce qui l'a conduit à faire des études de graphisme et à utiliser le dessin vectoriel pour sa BD. Des dessins dans lesquels on peut zoomer les dessins vectoriels sans perte de qualité. Il utilise notamment la technique dite des courbes de Bézier, du nom de son inventeur Pierre Bézier, qui avait été parmi les premiers à avoir utilisé des machines à commande numérique pour dessiner des 4 chevaux chez Renault où il travaillait alors. C'est vraiment ce point de jonction entre la lisibilité de l'image et le fait que dans une BD, le texte lui-même en fait est une image et visuelle qu'il explore dans ce roman graphique. Mais du coup, est-ce que ça ne rend pas le suivi de l'histoire un peu aride? Eh bien, le scénario, lui, est classique. Donc, il permet une lecture tout à fait agréable. Mais pour le traitement visuel, en fait, l'auteur, il se sert du pouvoir de suggestion comme un puissant moteur d'imagination. Et justement, quant à cette question de la froideur, j'ai interrogé l'auteur qui nous répond. La couleur des choses, les images sont froides, c'est un point de vue. La beauté n'est pas sur la page, elle est dans l'imaginaire du lecteur, ou la sensation, ou l'arrivée finale. C'est donc tout l'imaginaire du lecteur qui va donner une forme au petit Simon, à son père, à ses camarades, à la lecture du récit. Martin Panchaud, il dit dans une interview au Figaro, qu'au même titre que dans Les Dents de la Mer, le requin, il fait particulièrement peur parce qu'on ne le voit pas, justement, et bien le lecteur, il fait d'autant plus fonctionner son imaginaire et son émotion qu'il est en contact avec des abstractions, et donc lui-même à l'origine de ses propres images mentales. Alors justement, pour ceux qui auraient envie de creuser ce sillon de BD, cette BD expérimentale, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a d'autres auteurs au-delà de Martin Panchaud qui justement exploitent cette forme d'expression?
Alors, Martin Panchaud, il participe, on va dire, de 2 courants. Le premier donc, serait basé sur l'utilisation du dessin vectoriel, dont il dit qu'il l'a découvert auprès de Damien Five. C'est un auteur zurichois qui utilise cette technique depuis le début des années 2000. Et une autre tendance qui serait, elle, beaucoup plus complexe à circonscrire, serait la BD à contrainte, c'est-à-dire une BD qui cherche des moyens contraignants pour bouleverser l'association cases et bulles. Et là, la liste des auteurs, elle est longue, mais on peut citer par exemple, entre autres, le mangaka Shintaro Kago, qui utilise pour ses bulles des éléments narratifs, comme ici les panneaux par lesquels une sorte de Big Brother fait avaler des contre-vérités à un homme qui croit être dans son salon alors qu'il est dans une usine géante du non-sens. Et je ne peux pas parler de cette tendance de la BD à contrainte sans évoquer le grand l'inénarrable Chris Ware, lauréat de tous les prix du monde, dont le Grand Prix d'Angoulême en 2021. Parmi ses centaines d'inventions visuelles, il a notamment apporté la 3 dimensions à la page de BD en faisant donc, dans Building Stories de ces pièces d'immeubles en vue axonométrique, de véritables cases de BD en 3D et de l'immeuble lui-même un personnage à part entière avec tout ce qu'il porte en mémoire. Je vous lis les petits textes qui font le compte des activités des habitants qui y ont logé dans cet immeuble. On lit dans un bureau d'obstétricien, 22 grossesses au rez-de-chaussée, au premier étage dans un bureau d'appartement, 21 779 coupures d'ongles de pied. Oh non, ou sur le perron de l'immeuble, 11 267 souvenirs d'enfants qui ont été oubliés. Une poésie à la Prévert qui fait se rencontrer inventaire administratif et souvenirs d'engueulade, description numérique et épaisseur de la vie humaine, poésie qui se retrouve largement dans l'œuvre de Martin Panchaud. Bon, c'est magnifique. Je ne sais pas si d'ailleurs Shintaro Kago, avec sa fabrique du non-sens pensé à ChatGPT, mais ça me semble être une jolie allégorie. Merci pour cette découverte de Martin Panchaud, mais surtout explication de texte de la façon dont il conçoit justement cette nouvelle forme et cette BD expérimentale. Moi, ça me fait penser à une partie de votre livre, Marion Darrieutor, parce que ces esprits atypiques, cette façon aussi de construire, de s'emparer du storytelling de façon différente, pour vous, ça fait partie aussi des qualités aujourd'hui de ces leaders. Oui, et je suis très touchée par l'exemple que vous avez décrit de ce garçon auteur de BD, parce qu'en fait, finalement, il a fait de son atypisme, vous disiez qu'il est dyslexique, une force pour exprimer une forme de leadership. Donc, je trouve ça absolument important. Et effectivement, j'ai voulu écrire un chapitre sur les atypiques, parce qu'en fait, je trouve que dans le système scolaire déjà, et après dans l'entreprise ensuite, finalement, on nous met des carcans qui fait que les gens atypiques, en fait, rentrent dans un système et perdent de leur force et de leur talent. Donc j'ai un plaidoyer aussi assez personnel pour peut-être qu'on fasse plus de place à des esprits créatifs, libres, et peut-être comme ce garçon, parce que ça crée des trucs incroyables. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Ça veut dire quoi, Marion et Pauline, qu'au XXIe siècle, c'est plus à l'individu, qu'il soit collaborateur, collaboratrice, leader, de faire un pas de côté, mais c'est à l'institution, à l'entreprise elle-même? Oui, il faudrait que l'école, parce qu'on va commencer par l'école, il faudrait déjà que l'école fasse plus de place et des pas de côté pour intégrer des gens qui ne sont pas dans une norme scolaire. Le combat, il démarre là. Et puis, on retrouve ce système dans l'entreprise, où effectivement, des gens qui font des pas de côté ne sont pas toujours valorisés. Donc, c'est à ces institutions de faire un pas de côté, mais en attendant qu'elles le fassent, il faut que l'individu lui-même s'autorise à faire un pas de côté pour être plus aligné, pour être plus heureux et pour libérer son talent et sa force. Et donc, c'est pas toujours évident parce que quand on est enfermé dans un système, on n'ose pas toujours faire ses pas de côté. Je suis confiante, je pense qu'on rentre dans une époque où on va voir la force de ces gens-là. Pauline, il faut être confiant. Oui, je pense qu'il faut être confiant et il faut surtout se faire confiance à soi et ne pas hésiter, encore une fois, à tourner le dos si on ne se sent pas suffisamment intégré quelque part et chercher quelque chose dans lequel on peut plus facilement s'exprimer et être soi-même. Allez, ces pas de côté, on continue à les négocier avec des virages, des changements de vie et aussi les compétences dont il faut pouvoir se doter pour pouvoir embrasser le monde qui vient. On continue à le faire avec nos invités, c'est la deuxième partie du talk.
Marion Darrieutor et Pauline Maria sont avec nous aujourd'hui. À mes côtés aussi, Jeanne Dreyfus, pour pouvoir parler de la façon dont on peut évidemment penser le monde différemment pour mieux le changer, mais aussi on se change en soi. Finalement, ce que vous nous proposez, c'est un petit peu d'ouvrir nos chakras pour essayer, là aussi, de se dire que ce monde qu'on a envie de changer, de voir évoluer, il faut savoir le faire en se changeant d'abord soi, Pauline. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Ces pas de côté, vous les avez d'abord négociés en changeant vous-même de vie. Oui. Vous étiez notaire, je crois, dans une autre vie, j'ai Oui. envie de dire. Aujourd'hui, créatrice de podcast. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense que aussi souvent, ça met pas mal en confiance mes invités de savoir que moi-même j'ai changé de vie et que je me suis autorisée à complètement repartir à zéro dans un tout autre milieu parce que ça n'a rien à voir. Pour le coup, le podcast et le notariat. Et ça me permet aussi de pouvoir parler finalement, que mon histoire puisse parler à mes invités et qu'ils puissent se reconnaître. Qu'on puisse échanger toujours avant de commencer à parler et effectivement de leur changement de vie à eux. On parlait de cet effet miroir tout à l'heure, notamment avec vos invités et avec les exemples que vous prenez aussi dans le livre, Marion. Le fait de finalement se confronter aux résiliences des autres fait que, là aussi, on peut mieux comprendre comment nos stratégies de résilience se mettent en place, chacun à notre niveau. Pour vous, le déclic, ça a été quoi ? Pour moi, le déclic, ça a été un enchaînement de choses, mais ça a été aussi en partie la maternité, le fait d'être devenue maman, et puis aussi l'épidémie du Covid, d'avoir ramené le travail à la maison et de m'être rendu compte, en fait, en n'ayant pas ce sas de décompression, d'à quel point ça pouvait être mon travail pouvait être une source de stress. Et le fait d'être enceinte, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être cette maman-là ? Cette maman stressée qui rentre le soir, qui a à peine le temps de voir ses enfants. Et j'avais pas envie de ça. Et j'avais envie aussi, quand j'ai commencé dans le notariat, j'étais animée par l'humain, par le droit de la famille, par le fait d'aider les gens dans ce qu'ils faisaient. Et puis ça faisait plusieurs années que je travaillais en immobilier. Et il y a moins de place pour l'humain. Et j'avais envie de me reconnecter à l'humain, de parler avec les gens. C'est ce qui me plaît vraiment, d'avoir le sentiment d'être à l'écoute des gens, de leurs histoires et d'essayer d'une certaine manière de les aider. Donc, c'est d'une manière différente dans le podcast, mais c'est très rapidement apparu comme une évidence. On le disait tout à l'heure, bienveillance, gentillesse, résilience. On a un peu galvaudé ces termes dernièrement. Comment est-ce qu'on leur redonne leur lettre de noblesse, Marion ? En l'incarnant, je pense, en parlant, en leur donnant la parole. C'est ce que fait Pauline, pour montrer que ce n'est pas des gros mots, pour montrer que c'est possible. Parce que souvent, on a envie, mais on ne se l'autorise pas parce qu'en fait, peut-être le contexte dans lequel on vit ne nous l'autorise pas. Changer de vie, assumer un virage, décider d'être un leader différent, ça demande beaucoup de courage, je pense. Et donc, il faut absolument faire le point sur sa colonne vertébrale, se reconnecter à nos besoins fondamentaux, parce que sinon, c'est difficile d'avoir le courage de faire un pas de côté et de changer. Et ce courage, vous l'avez eu, Marion, vous êtes serial entrepreneur, comme veut l'expression consacrée, fondatrice de l'agence de communication Elan, puis dirigeante d'Elan et d'Hellman, dirigeante aujourd'hui du nouveau cabinet de conseil que vous avez fondé, The Arcane, présidente du think tank Entreprise et Progrès, autrice, et je le sais bien évidemment aussi, une des grandes inspirations des mouvements, non seulement de mentorat, mais aussi de networking pour les femmes entrepreneurs, innovatrices et créatrices, notamment aux côtés des prix Bold pour Veuve Clicquot. Pour vous, c'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il fallait changer sa façon d'être un leader, d'incarner cette position de leadership ? Moi, il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu déjà le déclic de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis aussi de me réaliser pleinement. J'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai jamais eu le courage. Et en fait, moi, c'est la confrontation à la maladie d'un proche qui m'a permis de me dire que j'avais une urgence à vivre, une urgence à réaliser ce que je voulais faire, et une urgence à être libre. Et donc, l'entrepreneuriat est né de cet incident de parcours qui, en fait, a été
été une énorme force et qui m'a donné une énergie incroyable. Et c'est souvent l'entrepreneuriat, j'en parle souvent avec des femmes, en fait c'est parfois dans les petits parcours de vie, les petits accidents de la vie qu'on trouve aussi l'audace et l'énergie de faire ça. Et puis donc ça a été un premier déclic. Et puis il y a eu un autre déclic pour vraiment comprendre le leader que j'avais envie d'être, c'est les erreurs, les tâtonnements, le fait de me retrouver dans un cadre professionnel qui ne m'allait pas complètement, qui faisait de moi un leader qui devait être dans la toute-puissance, dans le côté top-down, descendant, la verticalité, le pouvoir. Et en fait, peu à peu, je me désalignais et je me disais, mais en fait, ça ne me ressemble pas et c'est pas ce que je veux être. Donc, en fait, et du coup, je faisais des erreurs. J'étais en situation un peu d'échec parce que quand on n'est pas aligné, en fait, on ne réussit pas. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas un virage, il y a une construction de petits déclics qui ont fait que je suis aujourd'hui celle que je suis. Il y en aura d'autres, j'imagine. J'espère. Voilà. Et en tout cas, moi, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, mon moteur, c'est la liberté et c'est cette envie d'entreprendre et cette capacité à entreprendre qui m'a permis de briser mon plafond de verre pour aller chercher mon plafond de rêve. Est-ce que vous êtes une leader pop ? C'est un peu la question que j'ai posée à mes équipes. Ils ont dit oui. Donc voilà. Oui, parce que en fait, il y a un côté très rebelle. Moi, je suis une grande rebelle. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis très très rebelle depuis que je suis toute petite. Et donc, dans le côté pop, il y a effectivement ce côté populaire, c'est-à-dire que je suis très connectée, j'ai besoin de me connecter aux gens, à la société, ouvert parce que je pense avoir fait ce travail d'introspection et d'ouverture à moi-même pour mieux m'ouvrir aux autres, et politique parce que je suis dans mon métier très engagée. Moi, j'ai un enjeu qui est le sociétal, faire en sorte que l'entreprise soit un acteur de changement sociétal, et ce mouvement politique, je le fais dans mon engagement associatif auprès d'Entreprises et Progrès, mon association. Pauline, parmi toute la collection d'invités à laquelle vous avez pu justement ouvrir cette proposition de ce virage, de ce changement de vie, quel est l'exemple qui vous a le plus étonné ? Étonné, je ne sais pas. Étonnant, c'est vrai qu'il y a le virage de Flo de la Vega parce qu'on se demande souvent, enfin on a toujours l'impression que quand on est au sommet, qu'on est un artiste, que tout le monde rêve un peu d'avoir notre carrière. C'est pas facile de faire le virage dans ce sens-là et de dire je vais tout plaquer pour aller vivre dans la forêt. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie qu'on puisse faire un épisode ensemble et je trouve ça intéressant. Donc étonnée, je dirais que c'est lui. Mais je dirais que l'épisode qui m'a vraiment bouleversée et marquée, c'est un épisode avec Colline Fanon qui dénonce les adoptions illégales et les trafics d'êtres humains dont elle a été victime et qui s'est rendu compte qui a retrouvé sa famille quand elle avait une trentaine d'années et qui s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'elle pensait être vrai était faux et qu'on avait fait croire à sa mère qu'elle était morte pour la lui enlever. Et elle a ensuite vraiment mis en lumière un véritable réseau de trafic d'êtres humains pendant la guerre civile au Guatemala. Donc c'est vraiment une rencontre qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est ça que je trouve vraiment super, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui ont des parcours vraiment complètement différents et des histoires vraiment différentes. On s'ennuie jamais finalement parce que c'est tellement... on rencontre des gens qui ont vécu des choses tellement différentes que ça enrichit énormément. Ces invités, ils disent oui tout de suite pour pouvoir partager justement ces changements-là où ça demande quand même un petit peu de négociation parce que même aujourd'hui, c'est pas si simple que ça de se livrer sur autant d'intime. Alors ça dépend des invités, il y en a qui aiment beaucoup parce que souvent ce qui ressort par exemple pour les artistes, c'est que le format du podcast qui est quand même un format qui est très libre, c'est-à-dire que par rapport à une interview où on sait que beaucoup va être coupé et qu'au final leurs propos vont peut-être être un petit peu sortis de leur contexte, là ils ont vraiment un espace de parole conséquent puisque les épisodes font à peu près environ 45 minutes par épisode, donc ils peuvent vraiment... s'exprimer très librement et en général c'est très apprécié leur prise de parole par les personnes qui les suivent, donc il y en a qui sont tout de suite d'accord et puis après bien sûr il y a certaines personnes qui sont pas tout de suite d'accord ou pas d'accord avec ce que moi j'avais prévu de dire et on se rencontre, on en parle et on essaie en général de trouver un sujet
sur lequel ils seraient plus à l'aise de parler. Parce que moi, justement, comme disait Marion, la bienveillance, c'est très important pour moi. J'ai pas du tout envie de mettre les gens mal à l'aise, les faire parler de quelque chose dont ils n'ont pas envie de parler. Donc si l'idée que j'avais en tête au départ leur va pas, on peut toujours discuter ensemble pour trouver quelque chose avec lequel ils sont plus à l'aise. Et le prochain ou la prochaine invitée, on le retrouve évidemment dès jeudi sur toutes les plateformes d'écoute podcast Virage. Tout simplement, on négocie avec vous, Pauline, et vos invités, ces petits moments qui nous permettent de faire basculer des vies. Marion, on vous lit aux éditions de l'Aube avec Le Temps des leaders pop, changer les chefs pour changer le monde. J'espère qu'on aura su redonner leur lettre de noblesse à la bienveillance, à la gentillesse, parce que c'était très important pour nous aujourd'hui de le faire avec vous, mesdames. Et merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus. Et on va les lire de plus près, cette BD expérimentale, en effet, du Fauve d'Or 2023 d'Angoulême, Martin Panchaud. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans l'École du Futur.